Des actionnaires qui détruisent une entreprise, c'est comme un enfant qui casse son jouet, il faut les laisser faire, ça s'appelle le libéralisme. Cette maxime sort du ministère de l'économie. Et c'est une maxime qui pourrait résumer la politique industrielle du gouvernement ou une non-politique. Cette maxime, je l'ai entendue à Gerzat, près de Clermont-Ferrand, en fin mars, 27 mars de cette année, dans l'entreprise Luxfer. L'entreprise Luxfer, depuis 1939, fabriquait des bonbonnes qui peuvent être mises sous haute pression. En fait, c'est à peu près toutes les bouteilles que vous voyez dans les hôpitaux, dans les camions de pompiers, qui contiennent de l'oxygène. Jusqu'alors, donc, c'était fabriqué en France et comme c'était détenu désormais par un fonds anglo-saxon, au nom de la concurrence, face, disait-il, à une concurrence de plus en plus agressive, il y a un manager de transition qui est arrivé et qui a décidé de tout fermer pour amener ça dans des pays à bas coût. On nous parle de concurrence alors qu'à l'époque, en 2018, dans le monde, Luxfer réalisait 25 millions de dollars de bénéfices, en progression de 50% par rapport à l'année précédente, et que le site de Gerzat enregistrait, lui, 9% de rentabilité, 2 millions d'euros de profit, un carnet de commandes plein, et c'était donc un savoir-faire vieux de 80 ans qui est unique en Europe, qui là allait disparaître, sacrifié sur l'autel des actionnaires. Qu'importe, finance oblige, 136 salariés seraient laissés sur le carreau. Qu'ont fait les salariés? Ils ont alors proposé un contre-projet validé par les experts. Ils sont allés d'eux-mêmes chercher un repreneur, et notamment un repreneur chinois. Mais ça a été balayé d'un revers de main par l'actionnaire qui préfère la politique de la terre brûlée, que rien ne repousse, surtout pas un concurrent. Et leur sort s'est réglé le jour où je suis passé. Les négociations se terminaient ce matin même, avec 47 000 € d'indemnité supralégale et le paiement des 4 mois de grève. Mais désormais, les pompiers français et les hôpitaux français achèteront anglais, américains ou venant des pays d'Asie du Sud-Est. Quel soutien au cours de leur bras de fer ont-ils trouvé dans le ministère de l'économie? Aucun. Aucun, au contraire même, à Bercy, le délégué interministériel aux restructurations leur a exposé sa vision de l'économie avec franchise. Je le répète, des actionnaires qui détruisent une entreprise, c'est comme un enfant qui casse son jouet, il faut les laisser faire, ça s'appelle le libéralisme. Voilà. Et même il leur a recommandé, il les a mis en garde, il a mis en garde les salariés, comme si il faisait à la fois suppléant du patronat et des forces de police en leur déclarant « Faites attention à votre attitude, on ne tolérera pas de débordement », alors que les débordements de la finance ont été largement acceptés. Ce dont ça témoigne, ma route s'est poursuivie. Ma route s'est poursuivie, elle s'est poursuivie. Alors on pourrait citer Ford, Ascoval, General Electric, tous les grands dossiers industriels, mais je ne suis pas passé par là. Donc je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu, près de Dijon, à Longuevic, l'entreprise Francéol, avec Imad, qui me déclarait « L'écologie, c'est dans l'air du temps, mais personne ne vient nous voir, on est à l'abandon ». Que fabrique-t-on chez Francéol? Comme son nom l'indique, on fabrique des mâts d'éoliennes en acier. C'est la seule fabrique française de mâts d'éoliennes en acier. Que me disent-ils? Les salariés et la directrice de l'entreprise, on a eu 3 redressements judiciaires et on n'a jamais vu personne bouger. 3 redressements judiciaires en 5 ans, une lente agonie industrielle ponctuée comme souvent de sursauts d'espoir. En septembre 2017, l'usine est rachetée par Nimbus, un fonds d'investissement néerlandais qui promet monts et merveilles. La totalité des emplois préservés et surtout ils vont investir. La fatalité semble s'enrayer. L'éolien français n'a pas dit son dernier mot, mais en fait, seulement 300 000 € seront investis dans l'entreprise. C'est le prix d'un seul segment de mât, 1% du chiffre d'affaires de 2016. Donc la directrice me dit, ça nous a permis de tenir 18 mois. Pourquoi? Parce que face à la concurrence espagnole, portugaise ou la concurrence des pays d'Asie du Sud-Est qui parviennent à produire 10 à 15% moins cher, Francéol prend des marchés, mais en fait prend des marchés à perte. Donc, évidemment, là, c'est le chômage technique. C'est en ce moment même, et je sonne donc l'alerte, au bord de la fermeture. Et là, je crois qu'il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un protectionnisme des industries naissantes. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme des industries naissantes? C'est de considérer que, de la même manière que quand un humain naît, si on met le petit bébé sur le trottoir, il va mourir de froid, il va mourir de faim si on ne s'en occupe pas. Si jamais, même dans la jungle, on met un petit lionceau et qu'on l'abandonne dans la jungle, il va se faire dévorer, il mourra. Il en est de même pour une industrie naissante. Si une industrie naissante
comme l'éolien en France n'est pas protégé, elle est condamnée à péricliter, à peine survivre ou à crever. Et donc là, je pense que quand on entend le Premier ministre qui, à ma place même, vient réclamer un grand plan pour l'éolien en France, qu'on nous parle d'un doublement sur 10 ans, passage de 8 000 à 16 000 éoliennes en France, je pense que ça doit s'accompagner de la construction d'une industrie française de l'éolien. Voilà ce que pourrait être une politique industrielle. La filière le réclame, ce protectionnisme des industries naissantes, un État stratège qui vient choisir quelques pans industriels sur lesquels soit il investit massivement, soit il permet qu'il existe un développement. Je suis ensuite revenu chez moi et au lendemain des élections européennes, on apprenait le soudain redressement de WN, le repreneur de Whirlpool. On se souvient que le président de la République était venu sur le site Whirlpool à Amiens et devant à peu près toutes les caméras, tous les micros, tous les stylos rassemblés du pays, devant toutes les autorités, le président de région, le préfet et ainsi de suite, il avait vanté la reprise par M. Decailleux de l'entreprise et de 180 salariés dans un esprit start-up. Un esprit start-up avec 180 salariés, ça paraissait un peu antinomiquement contradictoire, mais c'était un tel miracle pour Amiens et pour moi-même qu'on voulait y croire. On voulait y croire, mais en même temps, je pense que c'était un pari incertain, ça partait sur les casiers réfrigérés, ensuite on a entendu parler de boîtes à lettres électroniques, on a entendu parler de moteurs pour des voitures sans permis, on a entendu parler de différentes choses, que ça réclamait une double vigilance de la part du ministère et de la part de l'État. 2,5 millions d'euros ont été confiés par l'État à WN pour ce projet, mais là l'État n'a pas joué son rôle d'actionnaire. N'importe quel actionnaire, n'importe quel fonds, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait demandé un siège au conseil d'administration. Il y aurait eu des reportings mois après mois pour savoir où en étaient les marchés, qu'est-ce qui se développait, qu'est-ce qui ne se développait pas. Il n'y a rien eu de tout ça. Nous avons lancé l'alerte avec les syndicats de Whirlpool. Il y a 6 mois, nous avons dit les salariés passent leur temps à ne rien faire à l'intérieur de l'entreprise, ils glandouillent, ils ne savent pas comment s'occuper, c'est préoccupant. Nous n'avons reçu aucune réponse, ni de l'Élysée, ni du ministère du Travail, ni à l'époque de la préfecture. Même pas une réponse de courtoisie. Et finalement, notamment parce qu'il y a eu un changement de préfète qui a pris ce dossier et nos avertissements à bras-le-corps, on appuie sur le frein, mais au moment où on est déjà rentré complètement dans le mur. Pourquoi? Comment comprendre que l'État, qui avait mis de l'argent dans la boutique, qui finalement se portait garant auprès des salariés de ce projet de reprise, comment ça se fait que l'État n'a pas joué son rôle? Je pense qu'il y a de l'incompétence. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de fonctionnaires dans un ministère et qui sont surdiplômés qu'il y en a qui viennent sur le terrain. Je pense qu'il y a une espèce d'indifférence au sort de ces salariés une fois qu'il y a eu les médias, il y a eu les micros, il y a eu les caméras et ainsi de suite. Et je pense que plus profondément, il y a l'idée qu'il ne faut pas d'ingérence. Il ne faut pas des ingérences dans les affaires de l'entreprise, qu'il doit y avoir un seul maître à bord. Que l'entreprise, et pour moi au contraire, l'entreprise est une chose trop sérieuse pour être laissée au seul chef d'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, il n'est pas le capitaine de son vaisseau, mais il ne doit pas être le seul maître à bord. Et là, il y avait une responsabilité de l'État de s'investir là-dedans. Cette attitude, elle peut être symbolisée par ce qui se passe aujourd'hui chez New Look. Chez New Look, que vient dire le ministère de l'économie tel quel aux 464 salariés de New Look qui sont en voie de licenciement? Il vient leur dire « Faites confiance à votre patron ». Faites confiance à votre patron, mais quand bien même ce patron est quelqu'un qui a liquidé la branche belge en un claquement de doigts lors d'un comité d'entreprise qui n'était pas du tout prévu, quand bien même New Look a siphonné la branche française, a pompé la trésorerie, a fait remonter l'argent vers la société mère qui est domiciliée à Malte, tout ça dans l'opacité la plus totale à travers une succession de holdings dans des paradis fiscaux, malgré tout ça, la réponse du ministère de l'économie aux salariés, c'est « faites confiance à votre patron ». Eh bien là, je pense que l'État ne joue pas seulement, c'est pas seulement son rôle d'actionnaire, comme je l'ai dit plus tôt qu'il ne joue pas, c'est l'État ne joue pas son rôle de protecteur. Ne joue pas son rôle de protecteur qui, tel un bouclier, quand il y a des coups
qui sont donnés par la finance mondialisée, là c'est un fonds sud-africain sur les salariés de New Look, ne vient pas s'interposer entre les coûts du capital et les salariés qui sont frappés et qui les laisse seuls et dans le désarroi et, comme ils le répètent tous, à l'abandon. Et je pense à la nécessité, face à ça, de mener une véritable politique industrielle. Je vous remercie.